Chers amis, je suis bien sûr très heureux de vous accueillir ici au Conseil économique, social et environnemental. Alors, je connais un certain nombre de visages ici présents, dont certains sont membres de cette institution. Et évidemment, je vais faire un peu d'indulgence, puisqu'ils ont déjà sûrement entendu plusieurs fois ce que je vais vous dire, mais tout le monde n'est sûrement pas aussi au fait de l'actualité du CESE. Alors, RDA, je connais un tout petit peu, je suis venu vous voir il y a quelques années pour vous parler d'un accord qui était celui du 11 janvier 2013, et à l'époque, j'avais une autre casquette, c'était celle du MEDEF, négociateur du MEDEF, et suite à l'accord, je suis venu vous en parler. Donc voilà, je répète l'exercice avec une autre fonction, un autre mandat, sur un sujet important, qui est celui de l'institution du Conseil économique, social et environnemental. Alors il faut savoir que c'est une très vieille institution, les prémices ont été mis en place dans les années 20, en 25, puis en fait ils ont été vraiment consacrés dans la Constitution 47 puis 58. C'était au début un conseil économique, c'est devenu un conseil économique et social, et ça a été transformé en 2008 en fait en conseil économique, social, environnemental, avec une véritable ouverture à des, en particulier au monde associatif, ONG, au monde de l'environnement, mais pas seulement. Les jeunes ont fait leur entrée au Conseil économique, social et environnemental, donc les mouvements de jeunesse et les organisations étudiantes sont rentrés, et bien d'autres associations. Donc ça a été une véritable ouverture. Et de ce fait, en fait, aujourd'hui, nous avons au sein de cette institution une très grande, une très large représentation de la société française organisée. Vous avez aujourd'hui présent au CESE plus de 61 organisations, très diverses. Évidemment, vous avez le monde patronal, avec toutes les associations et organisations du monde patronal, ça va donc des agriculteurs, de l'économie sociale et solidaire, du MEDEF, de la CPME, des artisans, des professions libérales. Vous allez avoir de la mutualité, des coopératives qui sont un monde évidemment un peu particulier, parfois à cheval entre ce qu'on appelait dans le temps de collège pas le collège 1, mais tout ce monde-là est présent au CESE, tout le monde syndical, évidemment, les syndicats dits représentatifs et non représentatifs sont représentés au CESE. Et puis vous avez cette galaxie des associations, du monde associatif qui est présent, à travers des ONG évidemment environnementales, mais pas seulement. Vous avez le monde des familles, vous avez la Ligue de l'enseignement, vous avez beaucoup d'associations, la Croix-Rouge, beaucoup d'associations qui sont représentées au CESE. En fait, vous avez plusieurs dizaines de millions de Français qui sont représentés par l'intermédiaire de ces organisations et de ces associations au CESE. C'est cette institution, en fait, qui est ici au Palais d'Iéna. Alors, des fois, le Palais d'Iéna est connu plus pour autre chose que pour le CESE, mais ce qui est important, c'est ce qui s'y fait. Alors, ce qui s'y fait, en fait, c'est assez simple. C'est défini dans la Constitution. On a une vocation, nous, c'est d'éclairer les pouvoirs publics sur tout sujet à caractère économique, social ou environnemental. Voilà, si on veut dresser un plan très rapide du CESE. Aujourd'hui, les projecteurs, évidemment, se sont un peu placé au-dessus de la tête du CESE, puisqu'en fait, ça n'a échappé à personne. Lorsque le président de la République est venu s'exprimer devant les deux autres assemblées en congrès, le 3 juillet dernier, il a évoqué une réforme institutionnelle, constitutionnelle, appelant de ses voeux à une modernisation du CESE. Ce que j'ai envie de vous dire ce matin, je trouve que ça tombe bien, parce que lorsque l'on a démarré cette mandature en début 2016, en fait, puisque l'élection avait eu lieu fin 2015, on est parti avec un projet très collectif avec l'ensemble des organisations et associations, pour une autre vision peut-être du CESE, qui s'inscrit assez bien, en fait, dans le prononcé du président de la République du 3 juillet. Je dis assez bien parce qu'en fait, nous, on souhaitait, et c'est ce qu'on a fait sur l'année 2016, on souhaitait réinstitutionnaliser cette institution qui était, de notre part, pas assez. Et donc on a cherché très vite en fait à avoir beaucoup plus de sujets sur saisine que sur autosaisine. Il faut se rappeler qu'habituellement la proportion d'autosaisine, c'est-à-dire les sujets que l'on choisit nous de traiter par rapport aux sujets que le gouvernement nous impose de traiter, cette proportion c'était 80-20. 80% de sujets sur autosaisine, 20% de sujets sur saisine. Et on a eu nous le sentiment qu'il fallait équilibrer ces deux plateaux. Bien sûr, garder cette capacité d'autosaisine, parce que ça nous permet quand même de sortir du temps immédiat et de pouvoir traiter des sujets de plus long terme. Par exemple, avoir présent à l'esprit que la première fois qu'on a parlé de développement durable, c'est dans cette maison, et si vous regardez la date, elle est assez surprenante, c'est 1961.
Je pense que quand ils ont parlé de développement durable dans cette maison en 1961, certains ont dû se dire qu'ils sont tombés sur la tête. On a parlé il y a 3 ans, dans un rapport du Bitcoin. Je pense qu'à l'époque aussi, il y a 3 ans, on se dit mais pourquoi traite un sujet comme celui-ci, même au sein du CESE, ça a pu apparaître singulier. Et vous voyez bien que ce sujet aujourd'hui apparaît dans les scopes et dans un certain nombre de traitements médiatiques. C'est un sujet évidemment important. Donc il faut garder cette capacité d'autosaisine, et donc un bon équilibrage est nécessaire. Mais il nous paraissait important d'avoir des saisines pour être davantage évidemment repris, être plus dans l'actualité, plus dans les préoccupations du citoyen et moins apparaître auto-centré. C'est ce qu'on a fait d'emblée dès 2016. Donc remettre un peu dans le jeu institutionnel. Et on a réussi à équilibrer en 2016 le nombre de sujets sur autosaisine et saisine. Et ça porte ses fruits. Parce que le secrétaire général du gouvernement, pour la première fois, fait un travail d'analyse, parce que ça n'était jamais fait sur l'année 2016, et qu'il fait le bilan du suivi de nos préconisations. Vous faites 2 colonnes, vous mettez d'un côté les sujets traités sur autosaisine, de l'autre côté les sujets traités sur saisine. Vous vous apercevez d'une chose très simple. Sur autosaisine, on est assez repris pour une raison très simple, vous n'êtes pas dans la bonne temporalité. Vous regardez les sujets sur saisine, et là, vous vous rendez compte que plus des 2/3 des préconisations ont fini dans des textes de loi ou dans des décrets. C'est la démonstration par A plus B que c'est la bonne méthode. Et donc, quand le président de la République dit qu'il faut se remettre pour réinstitutionnaliser, il faut se remettre dans la fabrique de la loi, bien évidemment, nous, c'était notre préoccupation, et c'est ce qu'on souhaite faire. Et dans les propositions qu'on fait au président de la République, c'est justement peut-être de finir cette réforme de 2008 qui, par certains côtés, nous a offert une assise beaucoup plus importante que par le passé, une légitimité plus importante, mais il manquait pour moi ce cliquet institutionnel, et donc il faut finir quelque part le travail qui a été entrepris. Et le finir, c'est-à-dire se mettre davantage dans le processus législatif. Alors il ne faudra pas le faire n'importe comment. Ça c'est une évidence, c'est-à-dire qu'il ne va pas falloir ralentir le travail des 2 autres assemblées. Donc il faut trouver un moyen de le faire, sans perturber le jeu des 2 autres assemblées, mais en jouant complètement notre rôle de conseil pour les 2 assemblées, et de cette façon-là, il n'y a plus de façon de le faire, c'est de se situer soit en amont, soit en aval. Et nous, notre préconisation par rapport à ça, c'est d'abord en amont d'être beaucoup plus systématiquement saisi par les 2 assemblées, donc ça peut amener évidemment un changement dans la Constitution ou une façon de dire les choses. On peut passer de peu à doigt, ce qui changerait complètement la physionomie des choses. Et donc, par exemple, il y a une idée assez simple, c'est de figurer à côté des études d'impact, sur le bureau du Conseil des ministres, avant d'envoi à l'Assemblée nationale. C'est une possibilité. Parfois ici, il y a un débat pour savoir ce que tous les sujets doivent finir évidemment de cette façon-là, ou simplement une partie des sujets. Je ne vous le cache pas, il y aura une façon de faire qui sera assez différente de ce qu'on fait aujourd'hui si on le fait, puisqu'en fait ça nous oblige à produire des avis en 3 semaines, et non plus en 3 mois comme on le fait aujourd'hui. Et donc ça change notre façon de travailler et la façon de voir les choses. Il faut voir comment, bien sûr, l'outil peut s'adapter, mais c'est une orientation que l'on peut faire et qui doit nous permettre une très bonne évolution sans perturber le jeu institutionnel. L'autre partie, ça serait d'aller sur la partie aval. Cette partie aval, évidemment, c'est l'évaluation des politiques publiques. Elle nous est donnée de par la loi. C'est quelque chose de très important. Alors évidemment, nous, on n'a pas forcément la compétence pour faire cette évaluation, mais on a une compétence qui est celle de dire ce que pense la société civile organisée de telle politique publique et d'en tirer les conséquences et d'en faire un avis qualitatif. Donc il faudrait qu'on ait une possibilité, évidemment, que techniquement on ait les éléments, mais que derrière on puisse produire cet avis qualitatif sur telle ou telle politique publique. On le fait parfois déjà sur certains sujets, il s'agit de le faire plus souvent, et puis peut-être avec plus de méthodes avec les 2 autres assemblées, parce que ce qui serait, à mon avis, préjudiciable, c'est que chacun se mette à faire des évaluations dans tous les sens, sur les mêmes sujets, et qu'à un moment donné, on auditionne en permanence toujours les mêmes personnes. Ça ne servirait strictement à rien, et au bout du bout, je pense que ça nuirait plutôt que ça n'arrangerait les choses. Donc il faut le faire avec méthode, donc il y a un sujet, globalement, de méthode. C'est très vrai d'ailleurs pour l'amont, si on veut pouvoir traiter, être à côté des études d'impact, il vaut mieux anticiper les choses et une capacité à pouvoir les anticiper. Si on est sur un sujet d'évaluation des politiques publiques, et si on veut le faire correctement, il y a un sujet de méthode avec les 2 assemblées qu'il faut mettre en place, sinon tout ça ne passera pas forcément dans le bon ordre. Donc voilà une orientation qu'on avait déjà commencé nous à travailler et sur laquelle on pourrait aller plus loin par la suite, si jamais évidemment la réforme constitutionnelle nous permet de le faire.
Une fois qu'on a dit ça, nous, dans cette mandature, on a été assez traumatisés par un événement qui est arrivé ici sur la dernière mandature, c'était le mariage pour tous. En fait, on a reçu une pétition, j'ai une très belle photo, de 700 000 signatures, 700 000 signatures qui sont arrivées ici, physiques. Alors ça fait un joli paquet de carton, pour lequel on n'a pas donné suite. Alors, juridiquement, on avait des vraies raisons juridiques de ne pas le faire, puisque au moment où tout ça nous a été donné, c'était en plein débat législatif, et là, malheureusement, le Conseil d'État nous a bien dit, attention, il y a un petit sujet. Aussi juridiquement, je pense qu'il y avait des raisons, je pense que par contre, politiquement, ce jour-là, on s'est tiré un obus dans le pied. Et donc, il ne faut pas répéter ce type d'exercice trop souvent, parce qu'à un moment donné, c'est plus sur moyen qu'on ne vous veuille que du bien. Donc la façon dont on appréhende aujourd'hui les choses, elle est assez différente, c'est-à-dire qu'on a mis en place un comité de suivi des pétitions sur les réseaux, et on regarde ce qui tourne sur les réseaux. Donc l'idée, elle est plutôt d'anticiper les sujets, de regarder les pétitions numériques, et puis de se saisir des bons sujets pour nous. On vient de le faire pour les déserts médicaux, on s'est saisi du sujet, aujourd'hui on a l'assurance que l'avis qu'on va produire sera repris en grande partie par amendement dans le projet de loi qui a été porté par Agnès Buzyn. Et on vient de se saisir d'un autre sujet qui n'est pas un sujet simple, c'est la fin de vie. Donc on va faire une suite de la loi Claes-Leonetti, une évaluation, et suite à l'évaluation, on fera un certain nombre de préconisations au sein de la maison. C'est quand même un changement de paradigme dans la maison, il faut que vous en ayez conscience. La maison, elle avait l'habitude de travailler souvent sur des sujets socio-économiques, puis socio-économiques environnementaux. On voit bien qu'on déborde aujourd'hui un peu dans le sociétal. Ceci dit, il y a une attente, on ne peut pas le contester, une attente des citoyens par rapport à ces sujets-là. Une attente, évidemment, à ce que le Conseil puisse aussi se prononcer, quoi qu'en disent certains. On a cette légitimité de par les organisations et de par notre représentation très large sur tout l'ensemble des territoires. Que cette institution puisse dire un certain nombre de choses sur des sujets de société me paraît plutôt une bonne chose. Donc, à nous, du coup, d'anticiper sur la parole citoyenne, de donner une traduction législative, évidemment, sur la parole citoyenne, si possible. Dans la réforme, ce qui serait très important, c'est justement d'avoir soit un droit d'interpellation, soit une suite, par un débat parlementaire, par une reprise du gouvernement, des sujets de pétition qu'on aura traités ici. Sinon, ça ne servira à rien. Si le pétitionnaire ou les pétitionnaires ou ceux qui portent des pétitions, à un moment donné, pensent qu'il n'y aura aucune suite des sujets qui sont traités ici, je ne vois pas très bien à quoi ça servirait de servir de préfiltre pour les deux autres assemblées. Et pourtant, c'est un lieu magnifique pour le faire. C'est gagnant à tous les coups pour les pouvoirs publics. C'est-à-dire, où nous, on arrive à traiter le sujet, ils le reprennent en bon ordre parce que ça aura été packagé, ou on n'arrive pas à le faire, c'est nous qui perdons, mais eux, ils ne risquent rien à la sortie. Donc, être ce préfiltre ici, je pense que c'est plutôt une bonne idée pour les pouvoirs publics, parce que d'abord, on est une assemblée beaucoup plus souple que la leur, qui est beaucoup moins contrainte dans la façon de fonctionner. Et si on va un tout petit peu plus loin, je pense que, bien évidemment, on est attendu sur une ouverture par rapport aux citoyens et faire rentrer nos outils, évidemment, à disposition pour pouvoir faire cette ouverture. Donc, à ce moment-là, il s'agit d'aller vers ce qu'on appelle les plateformes participatives et pas comment on peut faire fonctionner tous les réseaux digitaux, faire discuter avec nous des associations qui ne sont pas présentes ici et donc leur permettre de participer au débat. Il y a une limite à l'exercice, je pense qu'il ne faut pas franchir le Rubicon. C'est le conseiller qui vote et c'est lui qui, à un moment donné, fait l'avis et le rapport. Et ça, il ne faut pas que ça change. C'est-à-dire les organisations qui sont présentes ici, c'est bien, qui sont maîtres du jeu, mais je pense qu'on a la nécessité, nous, de nous enrichir et de nous ouvrir plus qu'on a fait aujourd'hui. En tout cas, pour le Conseil économique, social et environnemental, ça serait presque naturel d'aller vers ce dispositif. Du côté des pouvoirs publics, je pense qu'ils l'ont particulièrement bien en tête et qu'ils souhaitent avancer aussi sur cette partie-là. Il y a un autre point sur lequel le président s'est exprimé, c'est sur le lieu du débat public est le seul. Alors moi, il y a quelques mois, et avant l'élection présidentielle, je l'avais dit aussi qu'il y avait beaucoup de comités dans ce pays, et qu'avant d'en créer d'autres, on ferait mieux de regarder ce qui se fait parfois déjà, et s'il n'y a pas moyen de faire autrement. Parce que la multiplication des comités, il faut savoir qu'il y en a quand même 433, la multiplication des comités produit qu'une seule chose, une illisibilité complète de la parole publique, et cette illisibilité ne fait qu'une chose pour moi, renforcer les examens. Au bout du bout, il y a une espèce d'incompréhension pour savoir qui pense quoi, qui dit quoi, où se trouve la structure de la pensée au niveau de ce pays. Donc, voilà, rationaliser les choses, on l'avait évoqué, le président a dit il faut un lieu de débat public et le seul, donc, alors là c'est un peu peut-être compliqué parce que le seul,
Il faut juste imaginer que 433 comités, c'est un peu comme les niches fiscales. Vous savez, dans chaque niche fiscale, vous avez un chien. Dans chaque comité, il y a plusieurs chiens. Donc il faut quand même faire très attention. Il faut une vraie volonté politique de le faire. Parce que si vous n'avez pas cette vraie volonté politique de le faire, ça sera impossible. L'idée avait déjà été mise en 2008. L'idée de demander de rationaliser tous ces comités. Il me semble qu'aujourd'hui, ils ont cette volonté politique. Est-ce qu'ils vont aller au bout? Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une certaine cohérence à réfléchir de cette façon-là. Et on voit bien qu'il y a des comités dont l'ADN ressemble beaucoup et qui ont une vocation à produire des avis et qui auront une traduction législative par la suite. Et au moins, sur cela, il y a peut-être une réflexion à avoir. En tout cas, c'est à eux, évidemment, de nous dire qui ils veulent voir venir vers le CESE ou pas. Voilà trois éléments extrêmement importants de la réflexion dans laquelle on est, dans lequel le CESE, depuis le début de cette mandature, est déjà plus ou moins lancé et impliqué. Si on va au bout de cette réforme, c'est évidemment un nouveau CESE qui naîtra, même s'il est déjà en construction, et des nouvelles façons de faire. En tout cas, moi j'y vois une formidable opportunité. On voit bien qu'il y a quelques principes qu'il faut bien quand même garder à l'esprit. Pour nous, je le répète, on est bien ici l'endroit de la société civile organisée et pas autre chose. Donc on est, nous, très opposés au tirage au sort, évidemment, de citoyens, parce qu'ils ne représentent qu'eux-mêmes. Ici, Fabienne, qui est devant moi, représente une organisation, et quand une préconisation est décidée ici et qu'elle l'a votée, en général, elle diffuse dans son organisation. Donc vous diffusez à beaucoup de monde. Si vous représentez que vous-même, le jour où vous sortez des murs d'ici, vous représentez que vous-même. Point. C'est un peu le problème des rapports d'experts. En général, malheureusement, c'est le rapport d'un expert, d'une personne. Ça manque, en général, de force. C'est un peu le sujet, si vous voulez, de la Cour des comptes. La Cour des comptes a une légitimité totalement reconnue sur le plan budgétaire et comptable. Vous voyez bien qu'il y a toujours une petite musique qui tourne derrière lorsqu'ils sortent le sujet de préconisation, parce qu'on les conteste parfois en légitimité sur ces préconisations. Ici, on est légitime, puisqu'on a cette représentation et on est institutionnel. Donc on a cette capacité à pouvoir, peut-être sur certains sujets, apporter un éclairage tout à fait particulier. Et je dois dire, j'ai évoqué le sujet de la Cour des comptes, on avait évoqué le sujet des différents comités. C'est très important de pouvoir travailler mieux et plus dans une plus grande collaboration, et non en chapelle, comme on le fait trop souvent dans ce pays, avec les institutions et juridictions qui existent. Et de cette façon-là, on a, avec la Cour des comptes, par exemple, mis en place une méthode, une coopération pour traiter un certain nombre de sujets pour lesquels eux ont fait cet exercice budgétaire et comptable et pour lequel ils n'ont pas fait la partie préconisation. Donc on a traité pour eux, sur la partie qualitative, les pôles de compétitivité, on vient de sortir. On est en train de traiter l'emploi des seniors et les addictions diverses et variées. On a fait la même chose avec les défenseurs des droits. On a traité pour le compte des défenseurs des droits les discriminations syndicales. Et demain, on va traiter, on a traité aussi, c'est fini, les violences faites aux enfants dans le cadre des séparations conjugales. Voilà, comment on fait mieux travailler ensemble, juridiction et institutions, c'est extrêmement important. Ça va dans le même sens que de la rationalisation des différents comités. Il faut avoir une meilleure lisibilité de ce que les uns et les autres font. En tout cas, moi je suis totalement convaincu de cela et éviter les chapelles. Donc je disais une colonne vertébrale, j'en reviens et j'en finirai par là. On est des organisations, sociétés civiles organisées. Les conseillers, ce qui est très important, c'est qu'en général ici ils ont 3 jobs, hein. Ils sont conseillers pour un tiers de leur temps. Même leurs indemnités sont calculées de cette façon-là par rapport au Parlement. Ils sont en mandat dans leur organisation avec des mandats importants. Et en général, ils ont un job. Et donc ici, vous allez avoir des agriculteurs, des ouvriers, des patrons, voilà, toutes sortes de métiers, une très large panoplie de métiers qui sont quasiment tous représentés là, des peintres, des coiffeurs. Voilà, il y a une très large panoplie de métiers, tout type de diplômes, des CAP au diplôme supérieur. C'est cette représentation-là que vous avez ici. Une assemblée extrêmement paritaire, puisqu'on est à quasi 50% sur la représentation du CESE. Et sur les outils de gouvernance, il faut savoir qu'on a par exemple 12 commissions, c'est-à-dire 9 sections plus 3 délégations. Sur les 12, 8 sont présidées par des femmes. Et si vous prenez l'ensemble des outils de gouvernance, on est à la stricte parité. Donc c'est une institution extrêmement moderne dans sa composition et sa représentation. C'est une institution qui demande qu'une chose, c'est de continuer à pouvoir travailler et à le travailler
plus en relation avec les deux autres assemblées, sans perdre un ADN extrêmement important qui est celui des organisations, et puis du rôle des conseillers et de leurs particularités. C'est en tout cas nous ce qu'on appelle le non-vœu, et par rapport à ce projet, en tout cas je le disais, c'est que c'est une formidable opportunité pour nous que de voir enfin le CESE reconnu et totalement reconnu, malgré toutes les critiques qu'on peut voir ici ou là, mais bon, comme on dit, les chiens boivent, la caravane passe. Voilà, merci. On va prendre, comme d'habitude, 3 ou 4 questions. Qui veut commencer? Je vais en lancer une. J'ai vu que France Stratégie, il y a quelque temps, avait obtenu une espèce de mandat de consolidation des travaux de tout un tas d'autres organismes. Ça se rapproche à peu près de ce qui est prévu. Mais ça pourrait être un outil technique, peut-être, pour l'amont ou pour l'aval, un bon partenaire, non? Oui. Avec France Stratégie, on fait la même chose qu'avec la Cour des comptes ou avec le Défenseur des droits. On est en train de regarder en fait ce qu'on peut faire avec eux sur la production d'avis. À partir du moment où ils font une étude qui doit donner derrière à la création d'un avis qui aura une portée législative, peut-être que le CESE pourrait faire cette partie-là. C'est-à-dire eux feraient la partie expertise, après ils nous versent le dossier et on ferait la partie avis. Donc dans la réflexion qui est en cours aujourd'hui, c'est ce qu'on peut aujourd'hui imaginer. On est en train de regarder la faisabilité de ce sujet. Parce que bon, on n'est pas là, nous, pour suppléer tous les comités d'experts qui existent. On n'a pas ni les compétences. On revendique même le fait de ne pas être une assemblée d'experts. C'est ça. Ouais, tout à fait. Sur le passé. Merci. Bonjour mon cher Patrick, parce qu'effectivement j'ai eu l'honneur d'être quelques années dans cette maison. Il y a toujours quelque chose qui me frappait, c'était la communication de la maison. Comment vas-tu faire pour qu'il y ait une communication, qu'on fasse partie, que la maison fasse partie des interlocuteurs classiques, peut-être de la presse ou autre? Comment améliorer notre communication et l'image qu'on peut avoir de nous, parce que, encore une fois, notre image ou l'image du CESE n'est pas toujours bonne. Je sais, j'y étais, et c'est très contradictoire par rapport à la réalité. Comment faire pour être un petit peu plus visible et qu'on reconnaisse mieux les productions de cette maison? Alors, la communication, c'est vrai que c'est un sujet important qui préoccupe d'ailleurs beaucoup les conseillers. Alors juste pour vous ayez quand même en tête un certain nombre de chiffres, il faut savoir que les 2 chaînes parlementaires qui vont se rassembler pèsent beaucoup plus lourd que le budget du CESE. Par les chaînes parlementaires télévisées. Le budget du CESE aujourd'hui c'est 38 millions. Si vous assemblez les 2 chaînes parlementaires, vous verrez que vous êtes au-delà des 38 millions et largement. Donc ça vous donne une petite idée de ce qu'est le CESE en termes budgétaires. Aujourd'hui, on a ici 17 administrateurs pour l'ensemble de la maison, pour 12 sections. Je vous invite à regarder là aussi le nombre d'administrateurs que vous pouvez avoir dans les 2 autres assemblées, ou ne serait-ce que même au Conseil économique social européen, où ils en ont, eux, quasiment autant par commission. Donc ça vous donne un peu le cadre dans lequel nous, on a été enfermés. Et je pense que malheureusement, cette maison a été trop vue comme un sujet d'économie pendant trop longtemps, et on n'a jamais pensé qu'à un moment donné, il fallait produire des choses. Et en ce début de mandature, la Fabienne qui est ici et ceux qui sont ici, là aussi est ici, ceux qui sont ici peuvent en témoigner. On a démarré la mandature sur certaines sections aux commissions où c'est le conseiller qui faisait le travail d'écriture parce qu'il n'y avait pas d'administrateur, où il y avait des carences de l'administration. Donc c'est des choses qu'il faut absolument, sur lesquelles il faut absolument progresser. On s'en est bien occupé, on a commencé à le faire et il faudra sûrement aller plus loin dans le cadre de la réforme. Sur le sujet de la communication, évidemment, ça donne une idée de la limite de l'exercice dans lequel on est un peu enfermé. En tant que chef d'entreprise, enfin, il y a peut-être quelques chefs d'entreprise ici, si vous êtes commercial et que vous devez vendre quelque chose, il est mieux que vous vous appuyez sur un produit qui soit reconnu et, voilà, et qui ait quelques qualités. Et moi, ma conviction, c'est qu'à partir du moment où on va faire des avis de qualité, on sera plus impliqué dans la construction de la loi et peut-être de façon plus obligatoire, qu'on fera
un travail d'être plus institutionnalisé, davantage impliqué dans la fabrique de la loi qu'on ne l'est aujourd'hui. Ça nous donnera une force beaucoup plus importante. Alors après, on a une difficulté majeure ici. Quand vous êtes journaliste et que vous arrivez à la plénière, les plénières n'ont pas, je dirais, les envolées lyriques de l'Assemblée nationale ou du Sénat pour une raison assez simple, c'est que les envolées lyriques, elles ont lieu dans les sections, que c'est dans les sections où les gens, en général, s'attrapent très fortement, mais quand ils sortent des sections, le travail est fait, les amendements ont été pris, et que globalement, il y a une discussion qui est plus un point de vue organisation par organisation en plénière. Ça ne donne pas, évidemment, une visibilité, ou ça ne provoque pas l'intérêt, puisqu'on n'est pas en train de s'étriper voilà, de façon publique sur la place publique. C'est une difficulté majeure, il faut le savoir, et malheureusement c'est comme ça. Et je pense que, mais c'est aussi l'intérêt du CESE, c'est-à-dire vous allez, moi je sais, je suis quand même assez interpellé de voir systématiquement vanter le consensus et le compromis à l'allemande, et à chaque fois on voit cette institution décriée, alors que c'est un des rares endroits où on construit du consensus et du compromis. Citez-moi un autre endroit où on fait autant de consensus que de compromis qu'ici. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous êtes garanti, lorsque vous prenez un sujet ici, que vous le traitez et que vous le reprenez après, vous allez avoir quasiment zéro problème s'il a été évidemment voté avec une large majorité. Et on l'a vu sur des tas de sujets. On a même traité parfois des sujets à des moments très compliqués. Lorsqu'on parlait à un moment donné on a parlé de la culture du dialogue social, on l'a quand même fait en pleine loi El Khomri. Ça n'a pas été évident ici d'aller traiter ça ici, à ce moment-là. Mais ça a été fait, ça a été repris, sans amendement, et tout a fini dans les textes de loi. Et on peut prendre plein de sujets comme ça, où à un moment donné, évidemment, il faut pouvoir se mettre, évidemment, complètement dans la lumière. Donc la communication, c'est une préoccupation. Je pense qu'il faut finir le travail qui a été commencé sur le plan institutionnel. Et à partir de là, on sera un peu plus impliqué par rapport à la fabrique de la loi, on sera plus regardé. Et je pense que les choses viendront naturellement. Mais si on est tout à fait honnête, il y a des journalistes évidemment qui ont une particularité d'être des journalistes d'investigation et avec un prisme très très particulier. Moi j'en ai un peu marre moi, de cette façon de voir les choses, et je l'ai dit assez fortement à la dernière plénière, parce que d'abord ils vous font un procès, mais d'un procès qui date d'il y a plusieurs décennies, et à aucun moment ils regardent le travail qui est fait aujourd'hui. Cette façon de voir les choses est quand même assez surprenante. Par contre, d'autres font correctement leur travail, et moi j'accepte les critiques. Au contraire, quand elles sont positives, qu'elles montrent la direction dans laquelle il faut aller, ces critiques-là, moi, il faut les accepter, et c'est ça qui nous fera bouger et aller dans le bon sens. Donc, à partir du moment où on a des choses, des critiques positives, des choses aujourd'hui, globalement, il y a quand même beaucoup plus d'articles positifs que d'articles négatifs. Mais le CESE, malheureusement, ça représente quelque chose d'autre. Et c'est pour ça que parfois c'est attaqué. Et que derrière, il ne faut pas y voir un simple intérêt particulier par rapport au CESE. C'est que le CESE est la représentation des corps intermédiaires. Et ces corps intermédiaires, ça n'a échappé à personne que de temps en temps, ça gêne. Et quand ça gêne trop, certains veulent les supprimer. Mais le jour où vous supprimez les corps intermédiaires, en général, vous n'êtes jamais très loin des dictatures. Et je vous porte à votre réflexion quelque chose d'un peu particulier. Tous les pays aujourd'hui qui essayent de mettre en place une démocratie, ils viennent voir la France pour mettre un outil similaire en place chez eux, pour une seule raison. Ils ont besoin de faire discuter les corps intermédiaires entre eux. Sinon, ils seront devant des chapelles, ils n'arrivent plus à arbitrer, ils ne s'en sortent pas, et donc ils ressentent le besoin de créer cet outil. Et donc, du coup, qui vient voir la France? Le Chili, les Balkans, le Vietnam, la Birmanie. Vous prenez toute la francophonie africaine. Ils viennent tous nous voir pour les aider à monter de niveau avec leur Conseil économique, social et environnemental. Et Dieu sait s'il y a besoin, dans ces pays-là, d'outils démocratiques. C'est extrêmement important. Et donc, on forme leurs administrateurs, on va chez eux leur former leurs administrateurs, on leur donne parfois quelques moyens quand on peut, on se débrouille comme on peut. On a mis en place aussi un plan de développement avec l'AFD. Donc voilà, on essaye d'avancer un peu tous azimuts pour aider à la constitution d'outils démocratiques dans tous ces pays. Et à partir de là, en plus, nous on assure un rayonnement de la France. Et c'est extrêmement important. Donc il faut avoir l'idée que derrière, quand on nous attaque, en général c'est parce qu'on pense que c'est plus simple de faire sans les corps intermédiaires. Le jour où vous n'avez plus de corps intermédiaires, vous n'êtes pas loin d'autre chose. Ayez présent à l'esprit quand même
un événement particulier. La seule fois qu'on a supprimé le Conseil économique, social et environnemental, c'est sous Vichy. Le général de Gaulle, lorsqu'il est revenu, il l'a immédiatement remis en place. Et parfois, quand on veut provoquer la fusion de deux assemblées, parce que par temps en temps, on voit ça arriver, de temps en temps, on trouve que la chambre haute du Sénat gêne un peu, et donc une bonne façon de gêner la chambre haute, c'est de dire on va fusionner les deux. Alors qu'ils n'ont strictement rien à voir. Le Sénat est une représentation des territoires, elle doit être conçue de cette façon-là. L'Assemblée nationale est une représentation des citoyens. Eux créent la loi, font la loi, écrivent la loi, bien qu'à un moment donné, ils sont en train de me dire tout de suite, parfois dans la réforme institutionnelle, c'est plus nous qui faisons la loi, on est là pour contrôler et en faire l'évaluation, c'est un peu surprenant, mais normalement c'est eux qui font la loi, ils l'écrivent. Et puis nous, on est là pour les conseiller. Et les par intermédiaire donnent l'avis de la société civile pour les conseiller, et rien d'autre. Il faut absolument que la démocratie marche sur ces deux jambes-là. Vous ne voyez pas d'allusion à un parti politique, hein. Mais il y a besoin de deux jambes pour que ça fonctionne bien. Il y a besoin de ces corps intermédiaires. Quand vous n'avez pas de représentation des corps intermédiaires, vous discutez avec tous les Français, mais là, bon courage, ou alors vous avez autre chose en tête. Donc, voilà. Et l'attaque du CESE correspond complètement à ça. Complètement à ça. À une attaque des corps intermédiaires, à la représentation des corps intermédiaires. Évidemment, moi j'en suis issu, beaucoup ici en sont issus, et on sait l'importance qu'ils peuvent jouer pour le pays, et que cette représentation peut jouer pour le pays. Et donc on est, nous, dans cette défense-là, dans cette vision-là. Oui, Jean-Claude. Oui. Oui. Dans le prolongement de la question qui vient de vous être posée, j'aimerais savoir quelle est la proportion des textes sur lesquels, ou des avis que vous avez été amené à donner sur des textes au cours de discussions au Parlement qui ont été suivis des faits. Et en fonction de cette réponse, pourquoi effectivement, du côté de la presse, ne parle-t-on pas plus de l'influence que vous pouvez avoir? Alors ce qu'il faudrait qu'on vous distribue, c'est le bilan de l'année 2016. Parce que dedans, on fait le suivi de toutes les préconisations du CESE. Ça serait bien qu'on vous le distribue, qu'on vous l'envoie. Oui, exactement. Parce que vous allez avoir le suivi de toutes les préconisations du CESE. On revient à la discussion du début, où je vous disais qu'en fait, sur les sujets sur saisine, 2 tiers de nos préconisations, de nos recommandations ont été reprises dans les textes de loi et règlements. Si on regarde la partie autosaisine, qui est l'autre moitié du travail, là vous allez en retrouver beaucoup moins. D'où la volonté d'équilibrer les choses. Après, vous avez des avis qui ont eu une vie évidemment plus importante que d'autres. Tout n'est pas de même niveau. Il faut savoir par exemple que la garantie jeune est sortie d'ici, que le texte sur les travailleurs détachés n'est ni plus ni moins que sorti d'ici, que le socle minimum des droits sociaux européens, ce qui a fait débat, c'est le texte qui est sorti d'ici, que l'ouverture aux frais de ferroviaire, c'est un avis, c'est à partir d'un avis d'expérimentation, c'est sorti d'ici, que le RMI est sorti d'ici, que le droit opposable au logement est sorti d'ici, et là vous pouvez prendre une liste, elle est longue comme le bras, que la première fois qu'on a parlé des faits religieux dans les entreprises, ça a été repris ici, et aujourd'hui c'est un avis évidemment qui sert, qui est central. C'est pas Jean-Luc qui avait porté ça, il me semble bien. C'est des avis qui font date et qui ont une vraie vie. Alors c'est vrai, la difficulté, nous, comme c'est pas nous qui écrivons la loi, et au final, évidemment, la visibilité, elle est portée ailleurs. On en souffre, sûrement. En même temps, nous, on a un rôle à jouer. On demande juste à ce qu'on reconnaisse notre rôle dans le côté institut, voilà, sur notre place institutionnelle. C'est pour ça qu'on souhaite finir le travail qui a été commencé sur le plan institutionnel. Et le président de la République me semble nous offrir une opportunité de le faire, par rapport à la réforme qu'il veut faire. À condition qu'on garde une certaine colonne vertébrale par rapport à notre représentation. Oui, vous avez un micro ? Oui, merci. Philippe Steck, Comité français d'action et de développement social. Une donnée, mais qui n'est peu évoquée, la sécurité sociale en France, 470 milliards d'euros. Si on ajoute l'assurance chômage comme dans d'autres pays européens, 570 milliards d'euros. Le total de la protection sociale en France, 747 milliards d'euros. C'est-à dire que collectivités locales, associations et partenaires, Monsieur le Président, que vous venez d'évoquer, sont importants. Maintenant, moi je ne compte pas faire de propositions, mais je voudrais évoquer un point qui, à mon avis, pose problème.
Dans les grandes branches de la sécurité sociale, les conseils d'administration ne font plus beaucoup de propositions et sont plutôt en opposition. Ce qui fait que si je prends la branche vieillesse, le corps, de par ses travaux, est plus important pour les décisions de l'État, et le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge sur la politique familiale que vous venez d'évoquer. Donc, comment mieux articuler cela? Moi, je n'ai pas la prétention d'avoir l'idée clé, mais je souhaitais évoquer le mécanisme global de proposition et de décision du pouvoir public, avec le respect, comme vous l'avez indiqué, effectivement, de citoyens, du civil, j'en passe et des meilleurs. Excusez-moi d'avoir été un peu long, mais ça me semble très important. Sur ce sujet, c'est évidemment un sujet extrêmement important qui touche au paritarisme. C'est une histoire aussi dans ce pays. Évidemment, la protection sociale, c'est quand même un acquis. Je pense que les Français y sont très attachés. Et en même temps, on voit bien qu'il faudra faire évoluer les choses. Le Conseil peut être un lieu de réflexion et de proposition, justement, pour pouvoir faire les choses et sauvegarder et améliorer évidemment tout ce qui tourne autour de la protection sociale. À ce moment-là, il faut juste avoir les bonnes saisines et puis se mettre au travail pour avancer sur ce sens-là. À titre d'exemple, on a bien traité ici d'un sujet extrêmement compliqué en pleine élection présidentielle, qui était l'évolution de la fonction publique. Un peu de sujets extrêmement sensibles. Et je pense que la vision qu'on en a portée est aujourd'hui reprise et reconnue. Sur la protection sociale, sur l'évolution du paritarisme, je pense que oui, il y a à faire et ça peut être de beaux sujets, un très beau sujet pour le Conseil économique, social et environnemental. Cyril Cohn de l'Organisation internationale du travail. Vous avez mentionné la question de la coopération internationale que se développe avec d'autres pays. Moi, je voulais revenir un moment là-dessus, d'abord parce que dans beaucoup de pays où il existe des institutions similaires au CESE, ces pays sont traversés par les mêmes débats. On peut avoir en France sur l'évolution de ces institutions, sa représentation, ses missions, ses activités. Donc quel type d'échange vous pouvez avoir avec vos homologues dans ces pays pour organiser une réflexion peut-être un peu collective par rapport à des questions, encore une fois, qui se posent un peu dans les mêmes termes qu'en France. Et puis ce que je voulais aussi savoir, c'est si dans votre propre réflexion sur l'évolution du CESE en France, comment vous intégriez précisément cette dimension internationale qui pourrait être une valeur ajoutée du CESE dans les coopérations qu'elle peut développer avec des institutions sœurs, si je puis dire, sur des questions similaires. Et en particulier en Europe, vous avez mentionné vos travaux sur le détachement des travailleurs. Évidemment, une réflexion transnationale, tripartite ou quadripartite sur ce sujet-là pourrait donner aux avis d'institutions comme le CESE un poids tout à fait important, me semble-t-il. C'est vrai que c'est une dimension dont on parle beaucoup moins, qui est cette dimension de pouvoir travailler avec d'autres pays européens et avec d'autres sociétés civiles. Il y a quelque chose que moi j'ai profondément regretté au début de cette mandature et je n'avais pas mesuré à quel point on avait déserté ce sujet-là. Malheureusement, le Conseil économique, social et environnemental, sur la dernière mandature, s'était retiré d'organisations qui fédéraient les conseils économiques, sociaux et environnementaux. Donc il y a une structure internationale qui s'appelle l'ICSIF qui regroupe 75 pays dans lesquels, évidemment, ce sont des comités analogues aux autres qui s'y retrouvent. Puis vous avez une autre association qui est l'UCSIF qui regroupe en fait tous les pays francophones. On s'est retiré de ces structures. On s'est aussi retiré et on ne s'est pas intéressé au comité économique social européen. Donc dès le début, dès 2016, on a cherché à revenir dans les structures. Les Chinois venaient nous voir, parce qu'ils étaient à l'origine de l'ICSIS, de cette structure internationale. Il faut savoir qu'ils ont un conseil économique social
environnementale et qui marche plutôt bien. Alors évidemment, ils ont une assemblée un peu plus importante que la nôtre quand ils se rassemblent, ils sont 3000. Après, bon, il y a un système qui fait que, bon, on arrive à bien gérer tout ça, mais ils sont très actifs avec leurs conseils. Et je peux vous assurer que tous les pays ne comprenaient pas pourquoi la France s'était retirée de quelque chose qu'ils avaient fait. La CESIF siégeait à Paris. Aujourd'hui, elle est partie à Bruxelles, partie ailleurs. Enfin, bon, bref, elle est complètement éclatée. On l'a fait. On est rentré de nouveau à l'ECSIS. On est rentré de nouveau à l'UCSIF. On a remis toutes les passerelles qu'il fallait avec le Comité économique social européen. Aujourd'hui, on est beaucoup plus en état de fonctionner avec eux. Et évidemment, on peut participer à ce moment-là à des vrais échanges sur des grandes thématiques. Vous avez évoqué les travailleurs détachés. On a beaucoup travaillé avec le Comité économique social européen. On a fait des tribunes communes avec eux. On vient de faire un avis sur la justice climatique qui a été voté par le Conseil économique, social et environnemental il y a quelques semaines, qui vient d'être repris par le Comité économique, social européen. Donc on voit bien qu'à un moment donné, ça fait boule de neige. Et ça... Donc la France, je trouve qu'elle reprend une place sur la place internationale qui est importante. Il faut continuer à y travailler, ce n'est pas suffisant. Il faut continuer à mettre des passerelles, parce que moi je le dis, je le pense, c'est un vrai outil de rayonnement. Donc on a un conseiller diplomatique maintenant qui est en place ici, et on va évidemment, j'irai faire feu de tout bois pour faire en sorte que voilà, on puisse créer beaucoup de passerelles avec beaucoup de sociétés civiles. On est en train de réfléchir avec les Balkans aujourd'hui aussi pour évidemment créer ce type d'outils, puis imaginer un dialogue sur certains sujets avec eux. Donc voilà, c'est une dimension qui n'existait pas et qu'on remet au cœur du CESE, évidemment toujours avec nos moyens, mais on remet au cœur du CESE. Ce qui nous sauve par rapport à nos moyens, c'est vraiment le côté militant des conseillers qui sont ici, parce qu'ils y consacrent. Alors des fois on dit, ils sont indemnisés en hauteur de temps, c'est le tiers en général. Quand vous regardez bien, c'est le tiers des parlementaires, normalement ils sont indemnisés pour un tiers de leur temps ici. Je peux vous assurer que certains y passent beaucoup plus de temps que le tiers. Parce que quand vous avez fait un avis, évidemment, vous avez assisté à votre travail en section, à la plénière, mais après il y a une deuxième vie qui commence, c'est vendre l'avis à l'extérieur. Et là, je peux vous assurer qu'il y a du travail. Donc les conseillers sont quand même très impliqués, ils participent évidemment aussi à la vie à l'extérieur. Et ça, évidemment, c'est pas du tout dans les camps radars habituels. C'est vraiment leur implication qui font qu'aujourd'hui, on arrive à avoir ce rayonnement, à reprendre position un peu partout, là où on l'avait un peu laissé la place. Donc on y travaille fortement. Oui, bonjour, Benoît Robin de l'Institut de recherche économique et sociale, l'IRES. Je tenais d'une part à vous remercier pour la présentation que vous faites de projet. On voit bien les dynamiques et c'est là-dessus sur lesquelles je voulais vous interroger. On voit bien ce que vous avez indiqué sur la recherche de complémentarité ou de synergie, entre autres avec des projets avec la Cour des comptes, défenseurs des droits notamment. Et on voit bien aujourd'hui que comme fonctionne le relationnel, les réseaux aussi. Vous avez beaucoup parlé de l'ouverture à la société civile, mais je n'ai pas entendu jusqu'alors parler des conseils économiques et sociaux régionaux. Je voulais savoir un petit peu ce qu'il en était là-dessus, parce que vous mettiez en exergue la richesse des rapports et des avis réalisés ici au niveau national, mais j'ai cru repérer de mon côté qu'il y avait quelques pépites d'or aussi dans les régions, et donc je voulais en savoir un peu plus sur ce point-ci. Et autre petite question que j'avais en votre direction, l'IRES qui est accueilli régulièrement pour des manifestations au CESE ne se considère pas comme tel, mais je voulais savoir un petit peu quelle était votre perception sur le rôle et la place et le développement des think tanks aujourd'hui, au regard des activités du CESE. Merci. Alors par rapport aux comités économiques, sociaux, environnementaux, régionaux, il faut savoir que ce sont des structures indépendantes et elles sont toutes indépendantes entre elles. C'est-à-dire elles dépendent de la région et du préfet régional et c'est eux qui mettent en place ces structures. Nous, on n'a pas du tout de lien hiérarchique aujourd'hui avec eux. Aucun. Donc, alors, une fois qu'on a dit ça, c'est vrai qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas très rond. Et dans la réforme, il faudrait peut-être penser peut-être des choses un peu différemment. Parce que lorsqu'on vient à prendre une pétition, comme on vient de prendre sur les déserts médicaux,
on voit bien que les régions ont beaucoup à nous apporter et on a tout intérêt à se rapprocher donc des Césaires. Si à un moment donné on veut prendre un peu plus le pouls de la population française sur telle ou telle thématique, on a vraiment intérêt aussi à se rapprocher des régions et à mieux travailler avec les Césaires. Si on veut répondre évidemment à ce grand enjeu qui est la fracture territoriale, on ne peut pas imaginer non plus le contraire. Donc je pense que dans la réforme institutionnelle, il faut qu'on mette quelque chose qui crée plus de liens entre les Césaires et le CESE. Aujourd'hui, on n'a pas plus de liens avec le Conseil économique social européen. On a des conseillers qui sont présentés par les organisations nommées par le Premier ministre, et puis il y a une autre population qui est nommée et envoyée à l'Europe. Si on veut ne pas se parler, c'est possible. Voilà, on arrivera à des trucs un peu surprenants, c'est qu'on est capable de dire à ce moment-là blanc ici, puis là-bas noir. Alors ça, clairement, c'est une question de volonté. On a la volonté de se rapprocher, on se rencontre régulièrement avec eux, on fait le point régulièrement avec eux sur tous les sujets, et évidemment, du coup, on crée plutôt une synergie qu'autre chose. On essaye déjà de le faire aussi avec les Césaires. On a une mission, c'est Jean-François Natton du groupe de la CGT qui l'a porté, qui a traité ce sujet-là. On a mis en place quelques outils pour mieux travailler avec eux. La réflexion, par exemple, d'avoir un représentant des Césaires, évidemment, ici dans cette institution, la possibilité, évidemment, que les Césaires, les CESE puissent à un moment donné s'informer sur des sujets, qu'on puisse travailler sur des sujets communs. Voilà, on est en train de mettre en place plus de passerelles. Ça tient de la volonté des personnes. Il n'y a pas de mécanique institutionnelle. Donc c'est ce côté fragile qui est là. Donc est-ce qu'il faut aller un tout petit peu plus loin? Moi je le pense. On aller un petit peu plus loin pour obliger à plus de concertation et puis surtout une plus grande efficacité. On réfléchit par exemple aussi à mettre en place une base de données informatique commune. Ça n'existe pas aujourd'hui. Il faut créer un outil et on ferait un outil avec une base de données commune, Césaire, CESE, et donc voilà, avec nos recherches, ça permettrait évidemment d'avoir accès à une bibliothèque qui est aujourd'hui pas disponible du tout. C'est quand même un peu dommage. Au XXIe siècle, à l'heure où on en est rendu, de ne pas avoir ce type d'outil. Donc voilà, c'est vraiment des actes de prod qu'on peut avoir avec eux. On va vraiment beaucoup travailler donc, à ce rapprochement. Je souhaite qu'évidemment dans la réforme institutionnelle, la nouvelle loi organique, on dise un peu plus de choses, qu'on aille un petit peu plus loin, tout en respectant chacun. Ils ont des particularités qu'il faut bien garder, nous on a les nôtres. Mais imaginez qu'à un moment donné, ces types de maisons ne se parlent pas, c'est un peu stupide. L'autre sujet sur les think tanks, ils sont importants les think tanks. D'abord, on essaye à chaque fois de les auditionner lorsqu'ils ont traité d'un sujet et ils font partie en général de ceux qui sont auditionnés dans la maison sur telle ou telle thématique à partir du moment où ils ont travaillé dessus. Et puis, chaque fois moi, que c'est possible, j'essaye de les rencontrer, de discuter avec eux, de voir les sujets sur lesquels ils sont, et aussi parfois de rapprocher les points de vue. Et c'est donc du coup un travail de tous les jours qu'il faut faire avec. Alors ils sont nombreux, mais ils sont importants, ils ont une voix, ils sont repris, et c'est important qu'on puisse les uns et les autres échanger sur la façon de voir les choses. Donc on y travaille aussi, et c'est rentrer un peu plus dans nos habitudes. Mais là aussi, il y a des marges de progrès significatives à faire. C'est comme avec le monde, toute la civil tech. On voit bien que les institutions ne savent pas très bien comment prendre le sujet, et pourtant ça existe. Et si on ne s'approprie pas ce sujet-là, et si on ne le traite pas correctement, on risque de se faire dépasser complètement par ces nouvelles formes de prise de parole. Il faut donc y travailler pour que les choses soient pensées avec méthode, avec organisation, et que derrière les choses soient possibles pour permettre l'ouverture, mais tout en les rendant un peu plus structurées. Et tout ça, c'est fait avec 233 conseillers et 140 personnes derrière. Les journées peuvent être ici. Justement, à propos de l'appropriation, tout à l'heure, on a abordé la question du délai pour la remise des avis, passer de 3 mois à 3 semaines. Comment est-ce qu'on, pas pour tout, hein, mais comment arriver à gérer à la fois l'écoute de l'ensemble qui est en train de Comment articuler la volonté d'écouter l'ensemble des structures représentées au CESE pour délivrer un avis qui a progressé et qui pas seulement de la juste position des positions initiales des acteurs. Non, on voit bien qu'on va être obligé de travailler un peu sur deux vitesses. Moi, je dis qu'il faut garder une partie de l'autosaisine, auquel on va avoir
sont plus longs et faire un travail d'évaluation, d'audition, et puis de prise en compte du futur, soit en sollicitant un certain nombre d'experts ou de scientifiques. Il faut garder cette capacité, sinon on va finir par produire des avis qui vont s'harmoniser petit à petit en termes de qualité. Donc il faut garder cette partie-là, c'est important. Et en même temps, il faudra être capable de répondre rapidement sur un certain nombre de thématiques. Alors, sur tout ce qui est loi de programmation, ça nous arrive comme ça en général, et on a en général très peu de temps pour le faire. Ce n'est pas toujours les plus mauvais des avis. On arrive à le traiter en 3 semaines, et on fait des choses de qualité, mais ça marche plutôt bien. Mais ça marche plutôt bien parce qu'on a pu faire à côté aussi ce travail de long terme. Donc il faut bien équilibrer les deux. Moi, je ne suis pas partisan de basculer sur un système qui est celui du Comité économique social européen, où ils traitent, alors là, beaucoup de sujets que sur saisine. Ils n'ont plus d'autosaisine et ils s'en plaignent en fait, parce qu'ils n'ont plus assez de capacité à pouvoir eux-mêmes réfléchir. Donc du coup, ils ont une grosse machine administrative derrière qui leur prépare les sujets et ils arbitrent politiquement évidemment les différentes thématiques. Mais l'apport de la société civile dans la réflexion, elle est quand même plus modeste. Voilà. Donc il faut garder cette capacité tout en allant plus vite. Alors ça voudra dire plus étoffer. Il faudra peut-être que les groupes aient davantage d'attachés aussi pour leur permettre de suivre davantage les thématiques. Il y a donc une organisation, une méthode à mettre en place, des moyens à mettre en place pour répondre à cette difficulté qui sera de garder une capacité à faire du long terme tout en répondant sur du court terme. Si on est sur tous les projets de loi, c'est grosso modo entre 15 avis très courts à produire par an. C'est gérable, mais si on veut le garder en même temps qu'on fait aussi toujours une quinzaine d'avis de long terme, il faut vraiment s'organiser en conséquence. Et permettre à des conseillers de garder leur mandat dans leur organisation. Parce que demain, si vous envoyez une population de permanents ici, qui sont plus en mandat, qui n'ont plus leur métier, ben vous aurez changé l'ADN du CESE et ce ne sera plus CESE. Et là, je pense qu'on aura beaucoup perdu. Alors c'est à mon avis un petit travail d'équilibriste à faire. Il faudra qu'on y travaille sérieusement. Donc on attend un peu, évidemment, dans la maison, d'avoir les arbitrages définitifs par rapport à ce que j'ai pu vous présenter, la fabrique de la loi, l'expression citoyenne et le débat public. En fonction de ces arbitrages-là, nous, on va travailler après comment on peut s'organiser, les moyens à mettre en place, et après, évidemment, on fera valoir tout cela au plus haut niveau pour qu'on puisse répondre présent. Vous vous rendez compte que du coup, on est sur une institution qui peut bouger beaucoup, énormément. Merci, Monsieur le Président. Guillaume Missioni du Cercle Humania. D'abord, bravo pour votre audace introduction et je suis très étonné d'apprendre que c'était que 30 millions votre budget, parce que 38 que vous compariez par rapport à la chaîne parlementaire, c'est ça? Oui, la chaîne parlementaire, les deux chaînes parlementaires sont un peu dessus. Ou le quart d'orchestre bien connu, alors on fait un peu moins bien de la musique, mais en termes de démocratie, on est peut-être plus compétent. Le fait que la musique est un lieu de passage pour les jeunes. C'est ça, le message pour les jeunes, bien sûr. Et les organisations étudiantes, ici, apportent beaucoup, elles sont très impliquées. Je rajoute qu'on voit bien que vous êtes un battant et un entrepreneur, qui va me permettre cette question un peu taquine derrière. On a déjà 2 assemblées, vous êtes la 3e assemblée. Vous savez que le pouvoir politique aime bien que ça réagisse vite, qu'elle aille vite, les ordonnances. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en rajoutant le poids d'une 3e assemblée, aussi honorable qu'elle soit, ça ne ralentit pas, je dirais, l'efficacité législative? Puisqu'on dit maintenant qu'il faut quasiment une mandature pour qu'une loi s'applique réellement et que tous les décrets sortent dans les temps. Sauf quand le dernier gouvernement part et qu'il veut absolument que les décrets partent et soient au journal officiel, là, on ne s'en est pas. Donc ça, c'était la question taquine. Donc je voudrais rebondir sur ce que dit monsieur. Les think tanks et vous, qu'en est-il, monsieur le Président? Alors, sur la fabrique de la loi, je pense qu'il va être assez longuement exprimé. J'ai dit qu'il n'était pas question pour nous de ralentir le processus législatif. Et je veux pas qu'on soit vu comme des gens adorables, mais comme des gens utiles. C'est quand même plus intéressant. Il y a deux, je vous l'ai dit, il n'y a que 2 possibilités pour nous si on ne veut pas ralentir le processus législatif. Soit on est situé en amont et on se cale dans le calendrier qui est donné. Donc c'est un calendrier contraint. Si on veut être en amont à côté de l'étude d'impact, c'est grosso modo 3 semaines pour faire un avis. Il y a un vrai sujet d'anticipation, donc de discussion avec le gouvernement en amont aussi pour voir ce qui va nous arriver, qui permet à ce moment-là de mieux anticiper les choses. Donc tout ça c'est possible. Après,
L'autre solution qui nous est offerte, c'est d'aller sur de l'évaluation des politiques publiques avec les moyens de pouvoir le faire sur des thématiques intéressantes et sur lesquelles on pense que la société civile, c'est intéressant de recueillir son avis. Et donc, voilà, c'est les deux possibilités qu'on a. On ne veut pas bloquer le système et rester dans le système et être utile dans le système. Donc ça, je pense, mais si on est là-dessus, on n'en ralentira rien. Et au contraire, moi je pense qu'on va permettre de d'éliminer pas mal de sujets, parce que au moins le rapporteur de la loi, lorsqu'il regardera l'avis du C2, il saura ce qui fait, je dirais, consensus et ce qui pose difficulté. Donc ça lui donnera une vision sur la thématique beaucoup plus complète que ce qu'il peut avoir aujourd'hui. Mais ce n'est pas la vision d'un citoyen lambda qu'il a, c'est la vision de l'ensemble de la société civile organisée. La grande différence qu'on a, nous, par rapport au comité d'experts, je m'interroge là-dessus aussi, qu'on ne représente pas un lobby, une catégorie. Ici, vous produisez des avis, donc vous confrontez vos idées avec des personnes qui ne pensent pas comme vous. Et à un moment donné, la grande différence, c'est comme une institution, vous votez. Mais si l'avis n'est pas voté, il est mis à la poubelle. Donc c'est quand même la très grande différence. C'est ça qui fait la légitimité de l'institution, et c'est important d'avoir cette institution. Sinon, vous serez un peu près des pattes de devant et vous serez un think tank comme un autre. Hein. Donc il faut absolument finir le travail qui a été entrepris en 2008, aller au bout de ce travail et de cette réflexion, et enfin oser de donner au CESE une capacité à être dans le dispositif, sans gêner les autres. Sans gêner les autres. Donc il faut garder cette possibilité d'être en amont, en aval. Si on traite des pétitions, je le disais, il faut avoir un droit d'interpellation, il faut faire en sorte qu'on ait un débat parlementaire, il faut faire en sorte que le gouvernement reprenne de ce qui a été traité, pour qu'à un moment donné, le citoyen comprenne que s'il a saisi le CESE, que si le CESE s'est emparé de son sujet, il y aura une traduction derrière. Si vous ne faites pas ça, il y a quelque chose qui manque. On est un peu les grands spécialistes en France du chaînon manquant. Vous utilisez tous de ces autoroutes et d'un seul coup, vous arrivez au bout de l'autoroute, ah, il manque 3 km pour que ça marche bien. C'est un peu bête. Vous faites Port 2000, magnifique port, beaucoup d'investissements, on ne fait pas l'écluse qui permet de gagner directement à la Seine. Ben, l'institution du CESE, c'est un peu ça. C'est-à-dire, à un moment donné, on dit, tiens, c'est la société civile organisée, avec toutes ses composantes, j'en mets un coup au micro, et puis derrière, ben, non, vous ne lui donnez pas le petit truc qui fait qu'à un moment donné, ils sont dans le jeu. Il faut qu'on soit dans le jeu. Mais pas pour embêter les autres, pour les éclairer et d'éliminer les sujets. C'est comme ça qu'on va exister. Enfin, qu'on va exister, qu'on va être reconnu. Donc il faut pouvoir faire ce travail-là. Donc les think tanks, on n'est pas en compétition avec eux, on est autre chose. Et je l'ai dit, les think tanks, par contre, produisent des choses, et c'est une richesse sur laquelle on doit regarder et qu'on doit auditionner, bien évidemment. Oui, Patrick Margron. Un positionnement clair. Tout à l'heure, vous faisiez le parallèle avec une stratégie commerciale, comment vendre un produit. Et il faut d'abord un bon produit. Mais un bon produit, s'il n'a pas de positionnement, c'est quelqu'un de beaucoup de bons produits, en fait, il ne se vend pas. Et dans le positionnement, c'est qu'est-ce qui le distingue des autres, reconnu par ses consommateurs ou ses clients, et non pas ce que définit le produit lui-même. Et quand on vous écoute, tout le travail qui a été fait au CESE depuis longtemps, on voit bien qu'il y a finalement une réalité, qui est que très souvent, vous êtes le précurseur. Et donc votre positionnement, plutôt que d'être la troisième assemblée, c'est-à-dire une troisième patte, ce qui, entre parenthèses, pour marcher n'est pas pratique, il y a peu d'animaux à trois pattes. Moi je parle de deux genres, il y a des parties représentatives et des parties intermédiaires. Est-ce qu'il n'y aurait pas plutôt autre chose qui serait d'être le précurseur, et donc le point justement d'écoute, de résonance, de beaucoup de choses qui préparent, qui permettent d'éclairer le travail des deux autres assemblées ou d'autres travaux. Et donc tant que ce positionnement de précurseur n'est pas clairement affirmé, effectivement, vous apparaissez malheureusement comme étant une assemblée de plus, ou un lieu de comité d'experts de plus. Le fonctionnement extrêmement démocratique et représentatif que vous avez de la société française est très respectable, mais du coup, rend les choses peu visibles, et vous-même vous disiez, tout ce qui est produit ici, finalement, n'est pas facilement accessible. Et donc, est-ce que ce n'est pas ce positionnement qu'il faut réaffirmer de façon plus forte, comme justement un produit? Moi, quand vous regardez tous les travaux qui ont été faits en 2016 sur saisine gouvernementale, ça démontre le contraire. Ça démontre complètement le contraire, puisque plus des 2/3 du travail qui a été fait ici a été repris. Oui, après, il y a la visibilité. Mais ça ne se voit pas, le positionnement n'est pas vu. Le positionnement par rapport à la communication n'est pas vu. Le jour où vous allez rendre ça obligatoire, vous allez voir que vous allez être dur.
C'est-à-dire le positionnement, il va être cranté, et à ce moment-là, vous allez être vu. C'est la chose qui manque. À un moment donné, évidemment, si dans la Constitution, vous marquez peu, c'est pas la même chose que doit. Et là, vous changez complètement les choses. Moi, je pense qu'à ce moment-là, ils ont été un peu courts dans leur réflexion, et ils auraient dû aller plus loin. Donc, à un moment donné, on installe l'institution complètement. Et donc, il faut qu'elle soit installée. Évidemment, vous avez complètement raison. Il faut aussi pouvoir être plus en amont sur plein de sujets et pouvoir éclairer évidemment les deux autres assemblées. Mais c'est ce travail-là qu'on essaye de faire en permanence. Et lorsqu'on dit on veut garder notre capacité d'autosaisine, c'est justement pour essayer d'anticiper beaucoup de sujets, quoi. Et de ne pas être toujours dans l'immédiateté du débat parlementaire. Et c'est là où c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il faudra être un peu sur les deux. Si on n'est que dans la réflexion de long terme, on va disparaître des écrans radars complètement. Donc il faut pouvoir être sur les deux, vraiment être sur les deux. Oui, Marc Deluzé, de l'Observatoire social international. Je voudrais, par rapport aux dernières interventions, je ne sais pas si la société se transforme et règle les problèmes uniquement par la loi. Et puis même sur la question de la rapidité, je suis sceptique. Par exemple, là, on est parti sur le travail avec 5 ordonnances, on en est à 6, 7, 8, là on ne sait pas très bien. Et donc même en termes de rapidité, je ne suis pas certain que le système fonctionne au mieux, quoi. Et donc je me pose la question, parce que vous n'avez pas un passé de haut fonctionnaire, donc je ne sais pas si le CESE n'aurait pas intérêt à essayer aussi, enfin, je crois que ce qui fait la richesse, vous l'avez bien dit, c'est la capacité à produire des avis à partir d'institutions qui sont différentes. Et je crois que la société française crève d'un système institutionnel très diversifié où les institutions n'arrivent pas à résoudre les problèmes parce qu'elles n'ont qu'une partie de la solution du problème et elles n'arrivent pas à coopérer entre elles. Il y a des endroits où elles coopèrent, c'est le CESE. Et je me demande si vous n'auriez pas intérêt, bien sûr, je partage entièrement votre avis d'être dans le système et d'avoir votre place dans le système institutionnel parlementaire. Je partage ça. Mais à côté de ça, je me demande s'il y a la dimension internationale, mais s'il n'y a pas aussi une dimension de dire, nous, CESE, on fait coopérer des institutions pour qu'elles règlent les problèmes directement en dehors de la loi, vous voyez. Je prends un exemple, l'apprentissage. Moi, je crois que le gros problème de l'apprentissage, on compare avec les Allemands, mais c'est un système, l'apprentissage français, c'est pas du tout l'apprentissage allemand. C'est un apprentissage de l'éducation nationale. Hein, c'est-à-dire qu'on a le système d'éducation nationale, et quand les gens ont échoué, eh ben on dit dans l'entreprise, on va vous remettre à l'école. Voilà. Mais on n'est pas... Et donc, on a un système de 400 heures, hein, dans les CFA. Il y a des entreprises aujourd'hui, y compris des organisations syndicales, qui travaillent à d'autres systèmes. Est-ce que le CESE ne pourrait pas se saisir de ce sujet-là, pas seulement de rendre un avis pour faire changer la loi, mais d'aider les acteurs eux-mêmes à changer les choses? Alors, moi j'ai l'impression quand même qu'à partir du moment... Après, ça dépend des sujets évidemment qu'on a à traiter. Mais il y a deux dimensions dans l'aspect CESE, je pense l'avoir dit au début. Il y a une dimension, évidemment, de conseil aux deux autres assemblées. C'est ça que moi je parle de deux gens, parce qu'il y a les deux autres assemblées, et nous on est à côté en tant que corps intermédiaire. C'est important pour eux d'avoir cette vision-là, parce que ça peut leur faire gagner beaucoup de temps sur pas mal de sujets. Après, il y a une autre dimension qui consiste derrière à faire en sorte que nos préconisations soient reprises par les organisations qui en sont membres. Et que ça diffuse. Ça rejoint un peu votre préoccupation, je pense. C'est aussi important. C'est aussi important. Pourquoi je dis que je suis attaché à ce que les conseillers qui sont ici soient aussi en mandat dans leur organisation? Parce que si vous ne m'envoyez pas des personnes qui sont en mandat dans leur organisation, la capacité à diffuser dans l'organisation va être vite anéantie. Et donc il faut pouvoir vraiment rediffuser au sein des organisations pour montrer en fait le chemin qu'on aura éclairé. Et donc à mon avis c'est sur ces deux axes-là qu'il faut essayer d'avancer. Après quand je dis j'ai travaillé avec la Cour des comptes et on travaille avec la Cour des comptes sur des thématiques, là du coup c'est un vrai partenariat. Bon, le mot de partenaire ils n'aiment pas beaucoup à la Cour des comptes, les juridictions, mon Dieu, mais c'est quand même une sorte de partenariat ou de coopération, voilà, ça va mieux aller en le disant comme ça, qu'on fait avec eux. Lorsque le défenseur des droits, parce qu'il a un sujet sur les
discrimination syndicale se dit, moi je ne suis pas dimensionné, outillé pour pouvoir traiter ce sujet-là, et qui nous renvoie, on fait ce travail pour le défenseur des droits, et je pense qu'il est assez heureux du travail qui a été fait ici, parce que du coup on a mis d'accord toute une population. Lorsque vous avez les travailleurs détachés ici, qui a été traité ici, c'était une véritable négo. Pour avoir été négociateur au MEDEF, je ne suis pas sûr que j'aurais pu sortir le texte comme il est sorti ici. Parce qu'à mon avis, on est allé un peu plus loin que ce qu'on aurait pu faire au 55 avenue Bosquet. Je vous en parle en toute liberté. Donc, ça a permis de rapprocher les choses. Aujourd'hui, est-ce que ce qui a été écrit dedans, en particulier la fameuse phrase à travail égal, salaire égal sur un même lieu de travail, ben, c'est quelque chose qui a participé, voilà, et c'est pas contesté. C'est pas contesté. Donc je pense que sur des tas de sujets, oui, on peut rapprocher des acteurs. Alors après, il faut voir sur quelle thématique on avance, et puis diffuser après. Parce qu'on a cette vocation-là. Très longtemps, le Conseil économique, d'ailleurs, si vous regardez dans le rétroviseur, l'une des premières vocations, lorsqu'il s'appelait Conseil économique et social, l'intérêt numéro un, c'était de faire parler entre les numéros 1. Et derrière, ils faisaient leurs petits trucs, en dehors des caméras, des machins et des trucs. Et donc, du coup, ils trouvaient les bons deals pour les faire fonctionner. Alors aujourd'hui, les choses ne se passent plus comme ça. Les organisations sont structurées, on ne peut pas... Mais cette dimension-là doit rester et doit être entretenue. Elle est au moins aussi importante que le reste. C'est pour ça que dans le début de mandature, quand certains sont venus me proposer de porter le projet, moi j'avais mis une condition, j'ai dit, mais vous m'envoyez dedans des personnes qui comptent pour vous dans votre organisation. Sinon, ça n'a pas de sens. Si on veut diffuser, que ça soit repris, qu'à un moment donné, c'est une chance de vivre derrière, il faut que les personnes le font. Et donc l'implication des organisations dans le CESE doit être totale. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus importante, je pense, que par le passé, mais elle n'est pas encore suffisante. Elle n'est pas encore suffisante. Il faut qu'on aille plus loin. Je pense que si on franchit la petite étape supplémentaire institutionnelle, ça permettra à une prise en compte de la part de l'organisation encore plus importante. Il ne faut pas aboutir non plus à changer du coup la nature complète des conseillers qui nous envoient ici, parce que ça peut être ça le danger. Donc il y aura à vérifier cela. Mais en tout cas, on va essayer de travailler dans ce sens-là. Patrick Boult. Moi, je suis de la société civile inorganisée. Alors, je suis un peu frustré par votre discours parce que je me dis, mais les pauvres sujets émergents ou de long terme, moi je m'occupe des questions d'emploi et de chômage, j'ai un mauvais souvenir avec le CESE parce que j'avais fait une demande d'autosaisine sur l'accès des demandeurs d'emploi à la formation professionnelle, tout petit sujet, en 2004, et ça avait été accepté par le président de l'époque et refusé par la section travail. Alors, voilà, je n'ai pas de réponse à la question que je suis en train de poser, mais je suis un peu inquiet parce que je me dis qu'avec la société civile organisée, vous ne couvrez pas tous les sujets, et notamment les sujets émergents, ou bien des sujets comme de la société civile qui a du mal à s'organiser sur ces sujets. Voilà. Alors c'est la raison pour laquelle nous, on met en place aujourd'hui une plateforme de participation participative pour permettre à des tas d'associations qui ne sont pas membres du CESE d'avoir une possibilité de s'exprimer, de dire des choses en fonction des thématiques qui sont abordées. On pourra même imaginer sur ces plateformes, bien sûr, participatives, d'avoir des panels de citoyens représentatifs qui peuvent aussi s'exprimer. Ce qui est important souvent dans ceux qui sont dits inorganisés, moi c'est plutôt leur engagement. Qu'est-ce qui fait qu'une personne est ici? C'est son engagement tout au long de sa vie, à travers les mandats qu'il a pu porter. C'est comme ça qu'on peut se retrouver un jour ou l'autre au CESE, et dans les personnalités qualifiées, ça devrait être la seule règle d'ailleurs, c'est l'engagement qu'on a pu avoir. Ceci dit en passant, j'espère que la nouvelle la loi organique, etc., en finira une bonne fois pour toutes avec ce qu'on appelle le recasage politique et le fameux syndrome Georgette Lemaire. De vous à moi, Georgette Lemaire n'a jamais été conseillère du CESE. Elle a été membre associé, mais elle n'a jamais été conseillère. En fait, on en voulait beaucoup à François Mitterrand et on a trouvé le moyen
voilà, de se servir d'abord de Georgette Lemaire pour lui envoyer une jolie pique, sauf qu'il est resté ici pour le CESE, un espèce de syndrome qui perdure via toutes les décennies, et on me resserre toujours par Georgette Lemaire. Bon, c'est un peu d'une stupidité totale et confondante, mais il faut en finir avec ça. C'est-à-dire qu'il y a derrière l'idée qu'à un moment donné, il y a fait du prince ici, il faut en finir avec le fait du prince. C'est-à-dire que si dans la réforme, il doit bien y avoir quelque chose, je ne dis pas qu'il faut supprimer le groupe des PQ, c'est pas ça le sujet. Peut-être que je ne sais pas ce qu'ils veulent en faire, quelle dimension ils veulent lui donner, mais s'il est gardé, il faut en finir avec ce syndrome. Donc ceux qui doivent être ici doivent apparaître comme totalement légitimes. Donc il doit y avoir des règles, une façon de faire qui fait qu'ils soient considérés comme légitimes. Et à ce moment-là, évidemment, c'est moins des citoyens parfois qui viennent de la société civile organisée qu'on peut retrouver dans les PQ, on retrouve des scientifiques, des prix Nobel, des personnalités évidemment qui ont un certain rayonnement. C'est leur engagement ou leur vie qui fait qu'à un moment donné, ils peuvent se retrouver là. Et puis nous, on va faire cette ouverture. Franchement, quand je vous dis la plateforme citoyenne, on va essayer de la banaliser, de la faire rendre la plus opérationnelle possible et de la incorporer le plus souvent possible à nos travaux. Ce sera peut-être pas facile sur les avis de court terme, mais sur tout ce qui est avis de long terme, à mon avis, c'est tout à fait possible. Après, on peut fonctionner avec tous les civiltech aujourd'hui, on est en train de regarder ce sujet-là, on peut aussi s'ouvrir de façon différente et provoquer des débats comme ils savent faire aujourd'hui un peu partout. Moi, ce que je veux garder, c'est les rênes. Il ne faut pas perdre les rênes de l'institution et qu'à un moment donné, il y a quand même un juge de paix, c'est ceux qui votent, et pas mélanger, évidemment, cette responsabilité avec d'autres envies. Alors 2004, je ne sais pas trop, c'était d'Hermagne à l'époque, je ne sais pas pourquoi il n'a pas voulu prendre ce sujet-là, pourtant c'était un beau sujet. Hein. C'est la section, ouais. Là, je ne peux pas vous dire, à l'époque. C'est souvent une question de passion, vous savez. Okay. Est-ce qu'il y a une dernière question, parce que Patrick va nous quitter très rapidement? Non. Juste un petit pronostic, parce qu'en écoutant ce que vous dites sur le fondement société civile organisée, représentative, la diminution des membres du CESE, l'articulation avec la plateforme participative et le rôle des think tanks, le collège des TQ, à mon avis, ne va pas être dans le futur réforme. Bref, mais c'est juste la perspective. Et donc, nous allons... J'ai mon ami Gérard Larcher qui travaille pour nous, peut-être, en ce moment, sur l'augmentation du nombre d'âges. Bon, on verra. Donc, nous vous diffuserons par mail, hein, vous tous, le bilan 2016. Oui, c'est ça. Tout à fait. Voilà, comme ça, vous aurez les éléments factuels. On va vous distribuer aussi une lettre que j'ai adressée à tous les conseillers, pas plus tard qu'hier. Donc, vous aurez 2 documents. Voilà, merci beaucoup Patrick, et bon courage pour les mois qui viennent. Merci. Merci à vous tous. Bonne fête de fin d'année, parce qu'on ne se reverra pas avant le 23 janvier. Voilà. Merci. Merci.